Dans Smart Tech, nous sommes curieux et on aime comprendre. Alors la mission de mes invités pour les minutes qui suivent est de nous initier à la blockchain. Je dirais même nous faire apprécier finalement cette petite dose de complexité qui rend les sujets si intéressants. Je vous les présente tout de suite. Rémi Oscan, président de la Fédération française des professionnels de la blockchain et PDG cofondateur de la plateforme de cryptoactifs Tozex. Emmanuel Moirand, président fondateur de Monuma, qui a développé une solution d'expertise et de certification d'œuvres d'art et d'objets d'exception à distance en s'appuyant sur la blockchain. Bonjour. Stefano Volpi, cofondateur de Connecting Food, plateforme blockchain de transparence alimentaire. Alors nous aurons également en visio avec nous Jean-François Faure, président fondateur d'Aucoffre.com, qui est une plateforme online dédiée à l'achat et la vente de métaux précieux. Rémi Oscan, est-ce que je disais une petite dose de complexité, mais c'est vraiment si compliqué que ça la blockchain pour qu'on ait peur souvent d'en parler? Eh bien non, je ne pense pas. Je pense que ça réside éventuellement uniquement dans notre volonté de vouloir utiliser ces technologies comme l'intelligence artificielle et d'autres deep tech de façon globale. La question est de savoir comment ces technologies constituent un véritable levier business pour votre entreprise. Et nous, naturellement, on est là pour vous aider. Alors, il y a différentes technologies quand même de blockchain. Il n'y a pas une blockchain. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs protocoles qui sont apparus. D'un point de vue historique, on appelle la blockchain 1.0 avec Bitcoin, qui a véritablement démontré toute la capacité de cette technologie à proposer quelque chose de fondamental pour favoriser l'échange d'actifs financiers. On a les blockchains 2.0 avec Ethereum qui est venu proposer ce qu'on appelle les smart contracts et on va dire la finance décentralisée qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches de façon beaucoup plus rapide et simple que proposait Bitcoin. Et aujourd'hui, on est dans les blockchains 3.0 avec d'autres types de protocoles qui sont apparus et de façon globale ce qu'on appelle les distributed ledger technologies qui incluent naturellement toutes ces technologies distribuées. Donc. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer vraiment schématiquement, si c'est pas compliqué, le fonctionnement d'une blockchain 3.0? Alors, globalement, qu'est-ce que la technologie blockchain? Eh bien, c'est à l'image d'Internet qui vous permet d'échanger des informations de façon pair à pair. Eh bien là, vous allez pouvoir échanger quelque chose qui a une valeur financière, donc un actif financier de pair à pair. La technologie blockchain, c'est tout simplement... Donc sans intermédiaire. Exactement, sans intermédiaire. Elle vous permet de garantir le bon déroulement d'une transaction, et donc économique généralement, sans nécessité de passer par un intermédiaire de confiance pour garantir son bon déroulement. Donc voilà globalement ce qu'elle permet de proposer. Même s'il y a des subtilités, parce qu'il y a des organisations parfois centralisées. Mais on va en parler tout à l'heure. Emmanuel Moirand de Monuma, comment fonctionne votre outil, justement, parce que je disais qu'il y a différents modèles d'organisation dans la blockchain, pour la certification d'œuvres d'art? Alors, tout simplement, nous, on est parti du concept qu'une œuvre d'art, pour la certifier et l'expertiser, avant il fallait se déplacer. Et la blockchain nous permet aujourd'hui un sujet très simple, c'est de digitaliser entièrement la partie expertise et valorisation. Parce que grâce à la blockchain, on est en capacité de certifier par ce système la date, l'heure, le jour et l'état du bien. Donc à partir de là, on a des données qui sont authentiques, donc ça nous permet de travailler de manière digitale, et donc ça nous a permis maintenant d'être en capacité de mettre un expert dans la poche de chaque personne dans le monde entier, 24 heures sur 24. Comment est-ce que vous avez procédé pour faire votre choix technologique? Une fois que vous vous êtes dit, OK, on veut faire de la certification à distance, comment on procède? Tout simplement, on était au CES de Las Vegas et on a fait un partenariat avec une start-up française à l'époque parce qu'on avait une volonté de digitaliser notre métier. Ça s'est fait sur un stand du CES de Las Vegas et depuis on a développé. Donc vous avez choisi un prestataire pour Exactement. Pour démarrer avec une brique blockchain? Voilà, un prestataire qui travaille avec le CNRS qui avait développé une technologie multicouche avec de la blockchain. Et aujourd'hui, en fait, on a réussi à faire que ce prestataire nous suive dans l'aventure. Voilà. Et le choix au sein même des différentes blockchains, comment vous l'avez fait? Moi, j'ai un sujet très important, c'est que dans mon métier d'origine, il faut que les éléments techniques soient non modifiables et opposables. Donc, de ce fait-là, il ne faut pas revenir en arrière. Donc, j'ai fait le choix de la blockchain publique au départ, parce que dans mon idée, c'était important qu'on grave dans le marbre les informations. Donc, blockchain publique, définition, monsieur le président de la fédération? Une blockchain publique, c'est tout simplement une blockchain dont les informations vont pouvoir être accessibles à l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire n'importe qui pouvoir accéder à ces données-là. Après, il y a plusieurs types de blockchain publiques et c'est ça qui est beau avec cette technologie, c'est qu'elle est entièrement modulable et paramétrable. Le degré de confidentialité que vous pouvez apporter à qui peut consulter ces informations est extrêmement variable et c'est paramétrable. Et je pense que vous aussi, vous avez fait certains choix techniques qui permettent de garantir une certaine confidentialité d'informations. Oui, parce que ça peut paraître un peu paradoxal de dire on a besoin que ce soit non modifiable et en même temps public. Alors, nous, le sujet, c'est qu'on encrypte nos données d'une manière extrêmement précise, c'est en niveau 4 comme les données médicales, parce qu'on a pris le système de blockchain le plus sécurisé.
qui existaient sur le marché, puisque pour nous, c'est très important sur des données sensibles comme les objets d'art, comme les biens de luxe, que on va dire la confidentialité soit extrêmement forte. Voilà, c'était ça notre idée de départ. Stefano Volpi, Connecting Food, à quel moment vous vous êtes dit que c'était la blockchain qui était la bonne solution pour votre activité ? Alors, dès le début, parce que à la fois moi et Maxine Roper, donc la cofondatrice de Connecting Food, nous venons du food, de l'alimentaire. Et nous, on cherchait à résoudre un problème de l'alimentaire qui est la transparence, la traçabilité en temps réel et la fiabilité des informations. Et alors, il y a une vraie anecdote. On est tombé sur un article dans Les Échos en mars 2016 où Vitalik Buterin parlait de Ethereum. Voilà, donc ça fait tilt dans la tête en disant tiens, il y a un système technologique qui peut nous aider. Mais encore une fois, la blockchain pour nous c'est un outil pour répondre à des besoins métiers. Et la blockchain a cette capacité à rendre les informations en phase fiable. Mais ensuite, elle a un point qu'elle ne fait pas, c'est d'être sûr que les informations sont vraies. C'est pour ça que nous avons développé, avec le commissariat de l'énergie atomique à Saclay, une solution qui reste unique au monde, qui s'appelle Live Audit et qui permet de valider les informations en temps réel, faire de l'audit digital en temps réel pour que les informations sur la blockchain soient en phase fiable et vraies et validées. Et c'est ça, ce mix de deux qui rend Connecting Food un des acteurs majeurs en Europe et dans le monde. Sans la blockchain, ça n'aurait pas été possible. Il y avait quand même des systèmes d'empreinte, on pouvait quand même valider les informations, on pouvait sécuriser avant l'arrivée de la blockchain. Bien sûr, la blockchain n'a d'intérêt que quand on est dans un système d'acteurs qui peuvent avoir à un moment donné des tailles de force et des intérêts discordants. Si vous faites... Discordants. Fournisseur-client, il peut y avoir un conflit. Okay. Je ne voulais pas utiliser ce mot, mais un désaccord. Le fait. Et bien, à ce moment-là, souvent, c'est le plus fort qui gagne. Avec une technologie comme la blockchain, c'est en réalité un tiers externe de confiance qui dit remontons aux informations, regardons ce qui a été fait, qui l'a fait, et voyons où se situe l'erreur. Donc, la blockchain devient le tiers de confiance qui rééquilibre le poids de chacun et qui permet de fluidifier les process dans l'intérêt de tout le monde. Même le plus gros, après, il est rassuré parce que le plus petit est poussé à dire la vérité, à la communiquer. Alors, nous allons donner d'abord la parole à Jean-François Faure avant que je vous la rende, bien évidemment. Docoffre.com. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, vous avez mis en place une blockchain privée avec une gouvernance partagée pour la gestion de votre registre. Est-ce que vous pourriez nous partager justement votre expérience sur cette mise en place ? Oui, alors alors déjà bonjour. C'est une mise en place qui remonte à 2016 en fait, parce que nous à notre niveau, donc chez Ocoff.com et le groupe Veracash, etc., on avait une problématique dans le domaine en fait de la tenue d'un registre de police. Et là, je rejoins un petit peu la problématique d'Emmanuel Morand avec Monuma. Alors nous, c'est pas les œuvres d'art, mais ce sont les pièces d'or, les lingots. Et on doit avoir une traçabilité sur qui a acheté, qui a vendu, à quelle date, etc. Et ça, c'est un registre qui doit être opposable aux autorités. Donc, dans notre cas, ce sont les douanes. Notre problématique, c'était qu'il fallait que ce registre, qui est chez nous monumental, parce que ce sont des millions de lignes, ne pouvait pas être sous la forme d'un registre papier comme le tiennent nos confrères. Ça ne pouvait être que numérique, digital. Et là, les douanes nous ont opposé le fait que les logiciels qui pouvaient être utilisables aujourd'hui, rien ne leur prouvait qu'on ne puisse pas en altérer le contenu vu la quantité de données que l'on avait. Et donc pour nous, immédiatement, la nécessité de mettre en place une blockchain était importante. Pour autant, on ne voulait pas utiliser des systèmes publics tels que les blockchains, Bitcoin, Ethereum pour des questions de coût. Et avoir une blockchain tenue par nous seuls, c'est pas une blockchain, ça s'appelle une base de données, quel que soit le support informatique que l'on utilise, même si c'est un support habituellement utilisé pour une blockchain classique. Et donc l'idée, c'était à ce moment-là de créer un consortium à plusieurs entreprises de notre région, alors de manière vraiment très pragmatique, avec des amis entrepreneurs bordelais qui avaient des problématiques similaires, alors certains dans le domaine de la formation, d'autres dans le domaine de la finance pour du KYC, etc.
et se mettre tous ensemble, challengés par un laboratoire de recherche local donc qui s'appelle le CATI, pour mettre en place une solution. Donc on est parti sur un modèle de blockchain que l'on puisse donc s'approprier de manière semi-privée. Et le grand enjeu était de mettre en place le mode de gouvernance pour que chacun puisse en fait mesurer la qualité de ce qu'il met dans cette blockchain pour que ça ne soit pas altéré, que les machines que l'on déploie pour cette blockchain soient en permanence opérationnelles. Donc il y avait à la fois des problématiques techniques et des problématiques de gouvernance entre nous. Donc, raison pour laquelle, dans ce consortium, on a intégré un cabinet d'avocats, puisqu'on considérait que les réponses juridiques étaient tout aussi importantes que les réponses techniques. Donc voilà, 2016, c'était passé, le POC est passé, et là, on est en train de finaliser le MVP pour aboutir ce projet qui sera live et public, même s'il fonctionne déjà, en tout cas, il sera présenté publiquement d'ici la fin de l'année. Mais du coup, est-ce qu'on ne sort pas complètement du modèle d'origine de la blockchain en disant c'est privé, en disant on fait une gouvernance partagée, donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'organisme central en fait qui s'occupe de cette gouvernance. C'est encore de la blockchain, Rémi Oscan ? Alors, qu'est-ce que la technologie blockchain ? Eh bien, je pense qu'il faut l'analyser à l'aune du produit qu'on va concevoir. Est-ce qu'il y a vraiment toutes les caractéristiques intrinsèques de la technologie blockchain ? On a vu l'intégrité des données en matière d'œuvres d'art, l'intégrité des données en matière de traçabilité pour les produits alimentaires, les métaux précieux. Oui. Qu'est-ce qui fait que finalement on peut considérer que les données qui sont inscrites dans la blockchain sont finalement intègres ? Eh bien, c'est tout simplement une réalité et c'est lié à ces caractéristiques intrinsèques. C'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois de la cryptographie pour pouvoir favoriser un degré de confidentialité plus ou moins important entre les données qui sont inscrites et qui peut les lire. Le fait qu'il y ait une distribution de la validation, c'est-à-dire qu'on va imaginer que chacun et chacune d'entre nous autour de la table étant validateur de ces informations, on a tous un intérêt particulier à valider une information qui est correcte, qui est poussée en entrée. Mais aussi le recours à la signature électronique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, notamment l'Israël et la Russie utilisent la technologie blockchain prioritairement en matière de cybersécurité. Donc c'est bien un enjeu majeur pour la souveraineté numérique de façon globale. Au-delà de l'état d'esprit, donc vous nous dites la blockchain, est-ce que ça veut forcément dire que c'est sécurisé ? Est-ce que blockchain égale sécurisé ? Bien sûr. Forcément. Oui. Forcément. Dans tous les cas, vous êtes d'accord avec ça ? On peut donner un exemple avec la blockchain Bitcoin qui a subi plus de 1,5 million de tentatives de hacking sans qu'aucune ne soit justement réussi. Pour une simple et bonne raison, c'est que plus vous avez un réseau qui est distribué, mais il n'y a pas de plus hacking. vous avez exactement. Alors on dit souvent en matière de cybersécurité que le problème se situe entre l'ordinateur et la chaise, donc souvent l'être humain. Donc c'est ça aussi extrêmement robuste et je pense que vous pouvez clairement le démontrer avec les solutions que vous avez développées. Je voudrais donner la parole à Jean-François Faure parce que c'est vraiment intéressant d'avoir votre explication sur la manière dont on commence à penser en fait la blockchain quand on se lance dans un projet. Donc c'est un retour d'expérience qui est très précieux. Aujourd'hui, vous êtes donc satisfait de votre POC, du choix technologique qui a été fait. Est-ce que vous voyez aussi les limites peut-être de cette technologie ? Alors, oui, et puis je vais même réagir sur l'intervention précédente que je partage en fait sur la robustesse de la blockchain ou des blockchains elles-mêmes et globalement les techno-blockchains qui ont été jusqu'à présent développées, et il y en a pléthore, sont globalement plutôt très robustes. Mais par contre, attention, mettre en place une blockchain ne veut pas dire que justement toute la chaîne de valeur est intègre. Et souvent, entre l'humain, le post-informatique et la blockchain, il y a aussi des API. Et souvent, ces API qui sont développés entre guillemets de manière classique, avec des langages classiques et des fois des hébergements sur des serveurs avec toutes les failles qu'on peut imaginer, peuvent des fois être les points sensibles et il faut faire extrêmement attention. Et notamment sur les interactions entre différentes typologies aussi de développeurs informatiques, parce que vous avez aujourd'hui des développeurs qui sont vraiment spécialisés blockchain, avec tout ce que cela peut vouloir dire, des développeurs qui, eux, ne le sont pas nécessairement, et qui vont créer des fois ces API qui vont interagir avec les blockchains que l'on connaît aujourd'hui, et qui par contre ne maîtrisent pas ces techno-blockchains, et pour eux, ça reste des fois un petit peu nébuleux. Donc, ils mettent en place des modèles d'API avec des entrées et des sorties, qui des fois ne sont pas suffisamment sécurisés, parce que là où habituellement ils prennent toutes les mesures de sécurité possibles et imaginables quand ils font un développement classique, là parce qu'ils sont sur le territoire de la blockchain qu'ils connaissent un petit peu moins, ils s'imaginent que parce que c'est la blockchain, tout va être sécurisé, y compris ce qu'ils viennent de faire. Or c'est faux, et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention à ne pas se mettre en péril, et il y a beaucoup justement
il y a eu des scandales autour des projets blockchain, non pas à cause des blockchains elles-mêmes, mais à cause des écosystèmes qui ont été créés autour. Et on a encore un exemple très récent que je ne vais pas citer par son nom, mais en tout cas d'une plateforme d'exchange qui a perdu 150 millions de dollars de valeur crypto de ses clients parce qu'ils se sont très basiquement fait hacker les wallets. Et là, c'est pas la blockchain elle-même qui s'est fait hacker, c'est leur système d'information. Donc nous, pareil, voilà, dans nos enjeux, il était évident qu'il fallait que nos développeurs d'API soient des gens qui montent en compétences blockchain pour pouvoir interagir de la meilleure des qualités avec des développeurs qui, eux, sont extrêmement spécialisés. Donc cet enjeu de sécurité était vraiment absolu parce que nous, dans notre modèle de transaction, et là, de toute manière, les collègues autour de la table sont sur les mêmes enjeux, s'il y a un piratage, une fois que ce piratage est inscrit dans la blockchain, d'une certaine manière, là aussi, il reste ad vitam aeternam, mais dans la blockchain, on peut y écrire n'importe quoi, des données valables comme des données falsifiées. Donc voilà, ça c'est vraiment un des éléments Ça veut dire que pour un entrepreneur, c'est aussi une entreprise risquée, c'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle, à qui on s'adresse. Stéphano Volpi. Mais je pense que le titre de votre mission est le bon. La blockchain, les nouveaux services. La blockchain est la couche, je dirais, basse d'infrastructures sur lesquelles on construit des services, comme le web. Oui. Il y a eu le web, il y a eu la révolution web, mais après, ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous livre les livres à la maison, ce qui nous amène des taxis, etc. La blockchain, c'est la même chose, c'est l'autoroute sur laquelle passent des informations de transactions. Donc l'autoroute doit être sécurisée, elle doit être en bon état, pas chère, stable, interopérable. On prenait l'exemple tout à l'heure, si je vais de Paris à Marseille, je change 3 fois de concession d'autoroute, mais je m'en fiche, ce n'est pas mon problème. Sur la blockchain, donc, il y a ce problème d'interopérabilité, privé-public, différentes blockchains, comment le tout va se faire fluidement, d'une façon fluide. Et ensuite, ce qui compte, ce qui va changer, c'est la culture blockchain, c'est-à-dire l'économie blockchain, comme il y a l'économie web, travailler dans une logique de partage, de travailler sur des faits et non pas sur des pouvoirs, des forces, et les nouveaux services qu'on peut apporter. Comment cet changement, cette nouvelle technologie, cette couche technologique basse va permettre de développer des nouveaux services comme le web l'a permis. Emmanuel Ça va être Moiron, ça la révolution. Tout à fait, ça c'est très intéressant. Quel type de nouveaux services ça vous permet de développer, par exemple, Emmanuel Moiron ? Il y a des cas très simples. Je prends 2 exemples. Pour l'automobile, aujourd'hui, on est en capacité de développer des services d'expertise à distance et de session de données. On ne déplace plus d'experts dans le garage. Le garagiste est lui-même expert. Et pour l'immobilier, on est en capacité de réaliser des constats avant les chantiers, pendant les chantiers, mais en numérique, en remplaçant des professions qui avant devaient évidemment aller sur place et avaient un coût extrêmement fort. Donc on démocratise l'accès à l'artificialisation de données grâce à la blockchain. Et ça, aujourd'hui, on a des cas d'usage. Nous, on a une dizaine dans la musette qui fonctionnent et on pense que c'est très important de dire aujourd'hui, il y a énormément de professions qui doivent se poser la question, qu'est-ce que la blockchain peut leur apporter dans leur économie tous les jours et dans leur mode de fonctionnement. Pas juste pour résoudre des problèmes, mais aussi pour créer donc des nouveaux services. Absolument. Il y a un point important, on dit, c'est de trouver les bons prestataires, c'est d'avoir des développeurs qui sachent aussi développer dans la blockchain. Rémi Oscan, je sais que vous avez mis en place des cours spécialisés blockchain et crypto-monnaie à l'université Paris-Dauphine. Exactement. Quels sont les profils, en fait, des gens qui vont être aptes à développer dans la blockchain ? Est-ce que ce sont des développeurs classiques ? Alors je pense avant tout qu'il y a un devoir lié à ces technologies. Comme toute technologie, si on ne la prend pas en main, elle est destinée à mourir. Donc il y a une nécessité de former les nouvelles générations sur cette technologie. Et il faut former effectivement des profils d'ingénieurs qui vont pouvoir être en mesure de pouvoir proposer de nouveaux protocoles et améliorer constamment ces technologies qui restent une technologie open source, je le rappelle, mais également des profils qui sont beaucoup plus financiers ou des profils d'écoles de commerce. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on utilise tous les jours de la technologie. La question étant de savoir en quoi cette technologie peut nous apporter quelque chose, peut constituer un véritable levier business. Et une fois qu'on a répondu à cette question, le développement technique, lui, doit être à l'image de l'expression des besoins qui ont été dessinés. Et on le voit, que ce soit dans le secteur Mais il faut les avoir, ces compétences techniques. Comment on les développe aujourd'hui ? Eh bien, justement, on forme les gens pour ça, justement. Comme il y a beaucoup de formations sur la blockchain ? Alors, il y en a de plus en plus, il n'y en a pas assez, c'est vrai, c'est un enjeu majeur. Et ce qu'on défend aussi au sein de la fédération, c'est de promouvoir la mise en place de formations dédiées, qu'elles soient techniques, financières ou bien commerciales, qui sont liées à cette technologie. Aujourd'hui, ce sont des autodidactes, principalement ?
Alors ça l'était, c'était vrai au début, c'est vrai. Aujourd'hui, on a une vraie professionnalisation du secteur. On le voit aujourd'hui qu'il y a énormément de recherches pour des Solidity développeurs, pour des architectes blockchain, quels que soient les secteurs d'activité. On voit qu'il y a des grosses entreprises qui vont de plus en plus dans cette technologie et je ne serais pas surpris de voir que la majorité des sociétés du FBF 120 vont utiliser ces technologies d'ici 1 à 2 ans. Donc on a vraiment besoin de former ces talents. Vous avez raison et il faut pouvoir le mettre en évidence. Donc des compétences techniques, certes, mais aussi une capacité d'analyse financière et commerciale. Stefano Volpi, comment a réagi la filière alimentaire avec la mise en place d'un service de transparence, de traçabilité qui est infalsifiable pratiquement? Bah écoutez, nous on a commencé en 2016. En 2016, on était un peu en avance de phase, ce qui était bien. Ça nous a permis de développer notre solution. Et maintenant, le marché a pris conscience de ça. On se développe très bien en France, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Pas de réticence à avoir recours à cette technologie? Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui travaillent bien ont envie de valoriser ce qu'ils font de bien, que ce soit l'agriculteur jusqu'à la marque, en passant par tous les différents acteurs. Et ça crée un mouvement, une évolution positive pour tout le monde, parce que demain, vous pourrez choisir un produit en connaissant son histoire, demain, aujourd'hui déjà, son histoire, d'où il vient, est-ce que les producteurs ont été bien payés, etc. Ce qui fait que vous pourrez choisir entre un produit qui vous raconte toute son histoire et un autre opaque. Et voilà. Ça veut dire qu'il faut quand même que toute la chaîne joue le jeu aussi. Et ce qui est le cas, nous on a maintenant plusieurs clients, que ce soit dans l'amont agricole jusqu'aux grandes marques de Laval. On a les plus grands groupes de Laval, on a de Laval, je veux dire les marques. On a des distributeurs en France, en Europe et aux États-Unis, mais on a aussi des petits producteurs qui travaillent. Donc on va du très petit au très grand. Et tout le monde s'y met et on est convaincu que dans les 5 années à venir, il y aura une vraie digitalisation, une vraie révolution de l'agroalimentaire portée par une colonne vertébrale qui est la blockchain, comme le web a changé. Qui ne sera pas de la poudre aux yeux, qui sera vraiment une utilité pour le consommateur. Il y aura plein de projets qui seront pas bons, d'autres qui seront bons. Nous, on pense être parmi les bons. Mais encore une fois, c'est pas la blockchain comme c'est pas le web. Il y a des bons projets, des choses intéressantes, des choses qui ne servent à rien. Emmanuel Moiran, vous vouliez réagir sur les réticences vis-à-vis de la technologie? Pas de réticence. Moi, je viens du monde de l'assurance et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un changement très fort depuis 2 ans. Là, on a lancé avec Generali une police d'assurance qui est basée sur une mise en blockchain de l'ensemble des biens qui sont assurés par le contrat. Arte Generali, et avec une autre association qui s'appelle La Parisienne, eux, ils ont déjà un système blockchain d'enregistrement des données du contrat. Et l'idée, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une police d'assurance, maintenant, ces données sont enregistrées en blockchain, et dès qu'il y a un sinistre, tout soit enregistré en blockchain pour qu'il y ait une sorte de smart contract automatique et un règlement accéléré du sujet. Donc, cette résistance du monde de l'assurance depuis 5 ans, moi, je vois depuis 1 an que ça a changé et on est en train de mettre en place des polices avec de la blockchain intégrée à l'intérieur. Ça, c'est fondamental parce que c'est un secteur qui est conservateur à l'origine, mais qui a pris la dimension. Exactement. Voilà. On l'a vu pendant la crise du Covid, et juste pour compléter ce point-là, qui est très important, on a vu qu'il y avait les assureurs n'avaient pas joué le jeu, c'est-à-dire sur les pertes d'exploitation, on a vu qu'il y avait eu des arbitrages qui avaient dû être faits par le gouvernement. Eh bien, si on avait eu un système de type blockchain, on aurait pu automatiser l'indemnisation et justement réduire le nombre de contentieux. Je pourrais rebondir là-dessus. Je voudrais juste un point sur l'aide de la blockchain, par exemple, sur des problèmes comme la résilience des supply chain pendant le Covid, ça permet d'échanger plus facilement les informations entre fournisseurs et marques, ce qui fait que... Oui, dans des situations de crise, exactement. On voit comme c'est crucial. De toute façon, vous allez rester avec moi parce que je vois que vous avez plein de choses à dire. On va juste libérer Jean-François Faure, président fondateur d'Ocoff. Merci beaucoup pour votre témoignage. Juste pour terminer, un conseil, l'ultime conseil que vous donneriez à un entrepreneur qui se lance dans la blockchain? Alors déjà, de ne pas se lancer dans la blockchain si ça ne rentre pas clairement et de manière avérée dans sa stratégie. Nous, dans le domaine des métaux précieux, c'est une évidence. Stratégiquement, on considère que l'on doit s'y positionner, ce qui fait que les investissements que l'on fait aujourd'hui sur la blockchain, et on a même développé aujourd'hui notre propre crypto-monnaie qui s'appelle VeraOne, pour proposer de l'or tokenisé sous forme physique et négociable sur les blockchains. Pour nous, c'était important de mettre en œuvre cette techno et la proposer à nos clients pour prendre des marques. Se positionner sur un terrain qui, de toute manière, va dans notre domaine, et notamment le domaine de la finance, de l'épargne, etc., sera nécessairement occupé.
Donc ensuite, que ce soit des... Un conseil, j'avais demandé. Aujourd'hui, que ça fonctionne ou que ça ne Là, on n'a fonctionne plus pas, le temps pour deux conseils. voilà, on doit absolument s'y positionner. Ok, très bien. Merci Jean-François Faure, président fondateur d'Ecoffre.com. Je vous garde avec moi. Juste après la pause, on retrouve l'alerte cyber. Nous sommes de retour pour la suite de Smartech. Emmanuel Moirand, président fondateur de Monuma, Rémi Oscan, PDG, cofondateur de Tozex et Stéphano Volpi, cofondateur de Connecting Food, sont toujours avec moi. Et nous sommes connectés avec Damien Bancal, directeur du pôle cyberintelligence chez 8Brains. Bonjour Damien. Bonjour. Bon, alors je vous vois avec le sourire, mais pourtant, oula, je sais que vous êtes très en colère. Votre alerte cyber aujourd'hui, c'est une sorte de cri de colère en fait. Oui, c'est ça, c'est le râleur vient vous parler. Non, plus sérieusement, oui. J'ai appris hier de la bouche de l'Union européenne que débutait ce 1er octobre, donc aujourd'hui, le mois de la cybersécurité. Alors, je vais être très honnête, je suis au courant depuis plusieurs mois, mais alors pourquoi diable l'Europe communique seulement la veille d'un sujet qui est juste primordial pour nous, nos entreprises, la veille de l'opération? Alors, on ne cesse de nous raconter que la cybersécurité, la lutte contre les pirates, c'est vachement important. Oui, mais pourquoi faire ça la veille? Pourquoi pas en parler un petit peu plus tôt? Alors, c'est tellement important que le site officiel, je viens de le visiter, là, il n'y a pas plus tard que 10 secondes, dédié à cette opération, donc qui dure tout le mois d'octobre, il y a en tout et pour tout, une quarantaine d'opérations pour le grand public. Et 2 petites opérations pour la France. Alors, pardon, pour quelque chose qui est censé être primordial, je trouve ça un petit peu léger. Alors d'accord, il y a la Covid, d'accord, il est compliqué d'échanger yeux dans les yeux. Mais enfin, c'est tellement simple de mettre en place cette cybersécurité pour tout le monde. Je vais prendre l'exemple de Hermès, la grande marque de mode, a créé des vidéos pour son personnel, pour les initier à la cybersécurité. Alors, heureusement, on a aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a lancé cybermoi.fr. Alors ça sera parce que là j'y suis aussi allé me connecter, c'était pas encore lancé, des bandes dessinées et tout ce qui est pour le grand public. Oui, pour l'instant on le trouve Cybermoi. Si on va sur le site de l'ANSSI, il faut cliquer sur un onglet et tout ça, et encore c'est l'édition 2019. Donc effectivement il y a du travail. Il y a du travail, oui, sachant qu'en plus, on ne cesse de nous rapporter qu'il y a plein d'argent maintenant pour nous cybersécuriser, mais surtout qu'il doit y avoir de la motivation, qu'il doit y avoir de la communication. C'est un peu léger, communication. Alors, c'est quelque chose de super important. Je vous ai trouvé un exemple, malheureusement, qui s'est déroulé là, pas plus tard que cette semaine. J'ai des employés qui m'ont contacté pour me dire, voilà, on a appris de votre bouche que notre entreprise avait été piratée et on souhaitait savoir si nos données fuitaient. Il est là le gros problème, c'est que si on ne communique pas, on a aussi notre personnel, on a aussi nos partenaires qui peuvent fuiter. Et ces gens m'ont donné l'autorisation d'aller chercher dans le black market, dans le dark web. J'ai trouvé leurs informations. C'est un véritable problème parce que du coup, ils se retrouvent avec leur adresse, leur numéro de sécurité sociale aujourd'hui diffusés dans les mains de pirates informatiques. Donc ce grand silence assourdissant, par pitié, en plus pendant ce mois de la cybersécurité, si on pouvait peut-être hurler en chœur. Oui, alors quand même, il y a d'autres événements que ceux que vous citez qui ont lieu autour de la cybersécurité. Il y a des initiatives privées d'entreprises qui font des webinaires, par exemple. Oui, je suis d'accord, il y a des entreprises privées, mais on a quand même oublié que 99,9% de la population qui est impactée par des pirates, par des piratages, des malveillances. Alors, il y a nos entreprises, mais justement, elles doivent communiquer, elles doivent mettre des moyens et des hommes, mais c'est 99% de la population qui doit être formée, éduquée, qui doit comprendre que le clic n'importe où peut être dangereux, que ce fichier joint qui contient soi-disant une facture peut impacter la famille, notre vie professionnelle et personnelle. Le cybermoi, par pitié, il faudrait quand même que ça soit pour tout le monde. Il paraît qu'au départ, c'était fait pour ça. Bon, et moi je sais que vous avez développé un site parce que vous faites des choses plein bénévolement pour nous éduquer, pas seulement dans Smartech. Oui, c'est ça, c'est que l'idée, c'est de lancer pour il y en a pour moins de 50 €. On a lancé un site qui s'appelle cybervictime.net, qui est juste un ensemble de modes d'emploi, pour tout le monde. Ça, par exemple, ce week-end en famille, tiens, est-ce que je fais correctement mon mot de passe? Est-ce que j'écris correctement à Delphine sans lui envoyer des pièces jointes? Voilà, c'est la sécurité, c'est s'informer, c'est déjà sécuriser. Merci Damien. Est-ce que vous avez une réaction en plateau? Comment vous travaillez, vous, votre cybersécurité?
Je pense qu'il faut intégrer la cybersécurité Rémi Oscan. dans l'intelligence économique de façon globale. Tout le monde est concerné, on l'a vu encore plus pendant cette crise sanitaire, avec la nécessité de se protéger par des processus qui sont extrêmement Ça ne simples. dédouane pas de la cybersécurité, la blockchain, on est bien d'accord. Non, pas du tout, mais je pense que ça apporte une couche sécuritaire plus importante pour les raisons qu'on a expliquées déjà dans le passé, qui sont évidentes. Mais après, il y a tous les usages autour. On parlait des API à sécuriser. On parle des mails qui sont ouverts un peu n'importe comment dans les boîtes. Sécuriser chaque brique de votre solution. Est-ce que ça vous apporte une culture de la transparence, le fait de travailler dans la blockchain, messieurs? Oui. Nous, c'est... Oui. Donc vous engagez à C'est une communiquer alors Exactement. Et je trouve que les choix technologiques qu'on fait sur en- toute faille qu'il pourrait y avoir en tant dans que vos chef systèmes. d'entreprise, c'est vraiment de prendre des solutions très sécurisées. Moi, je rebondis sur le principe. Nous, à la boîte avec qui on Et travaille, d'informer les utilisateurs et d'informer les salariés. on ne peut pas prendre des systèmes blockchain où il y a des problèmes de sécurisation. Moi, je suis convaincu qu'il faut être dans des blockchains très sécurisées. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, on a des boîtes françaises, je rebondis sur le sujet, qui ont des vraies solutions. Donc, au lieu de travailler avec des boîtes américaines, je pense qu'il faut parler blockchain française avec des vrais systèmes qui, aujourd'hui, sont opérationnels. Voilà. C'était le... Bon, Damien Bancal, écoutez, on fait notre maximum, je crois, hein, tous les deux, et plus que ça, il y a plein de gens qui travaillent autour de la sensibilisation sur la cybersécurité. Bravo pour votre nouveau site, hein. J'invite à aller le découvrir, cybervictime.net. On apprend toujours quelque chose d'utile, même si on a l'impression de faire très attention. À bientôt, Damien, directeur du pôle cyberintelligence chez Eggbrains. Merci Emmanuel Moirand, président fondateur de Monuma. Merci Rémi Oscan de la Fédération française de la blockchain et Stefano Volpi de Connecting Food. Merci à vous. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié ces découvertes, cette ouverture sur de nouvelles technologies. J'espère aussi que vous aurez tout compris parce que c'était l'objectif. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.